Dans un monde saturé de marques et de messages, comment émerger, comment séduire, comment durer, comment faire traverser les frontières à sa marque. Quels sont les grands enjeux d'une marque aujourd'hui en 2025 en France, en Europe et dans le monde? Ce sont toutes ces questions qu'on va se poser dans l'épisode d'aujourd'hui avec mon invité Charlotte Keulener. Bonjour Charlotte. Bonjour. Ravi de te recevoir. Merci. Alors j'ai l'habitude de présenter comme étant directrice communication d'une certaine marque. Toi c'est un peu particulier. Oui. C'est que tu es en freelance aujourd'hui. Est-ce que tu peux juste nous dire quelle marque tu représentes aujourd'hui? Alors aujourd'hui je représente la marque Biotuline, qui est une marque allemande qui a été rachetée maintenant il y a 1 an par un groupe de cosmétiques français. Ouais. Et je représente aussi la marque Osée, mais plus dans leur partie, pour Osée, sur la partie vraiment internationalisation. Ok. Voilà, comme ça, on a posé les bases. Je te propose qu'on démarre l'épisode juste après ce petit jingle. Feuille Blanche présente l'annonceur. Charlotte, on a l'habitude de commencer les épisodes de l'annonceur avec la pub Doudou, la pub qui a marqué ton enfance. Tu as trouvé cette pub Doudou, je te propose qu'on la regarde et qu'on en parle juste après. Vous pouvez pas comprendre la chance que vous avez. Tu vas voir, tu vas sentir la pâte en train de dorer. L'odeur qui sort du four. Tu sais, une maman n'en a qu'une. C'est pour nous qu'elle fait ça. Ça croustille. C'est beau mon chouchou. De la farine issue des meilleurs blés et du beurre pour des tartes légères et gourmandes. Pâte à tarte cœur de blé. Erta, le goût des choses simples. C'est bon mais c'est chaud. Charlotte, pourquoi cette pub? Alors, je l'ai peut-être pas dit dans l'introduction, mais c'est vrai que du coup, je pense que ça s'entendra assez rapidement. Je suis de nationalité belge. J'avais pour habitude durant mon enfance d'aller en Provence avec mes grands-parents. Et c'est vrai que petite, ça me rappelait en fait ce souvenir de l'enfance, ces cigales qu'on entend dans le fond, avec cette bâtisse à l'arrière, sous un arbre. Et ils mangent une bonne tarte, je pense que c'est aux abricots ou aux pommes. Ouais. Dessert que j'adore. Et en fait, je les jalousais. J'avais envie d'être à leur place. Et je pense que, en plus, c'est trop mignon, c'est bon, mais c'est chaud. Avec le chaud, on sent bien que c'est chaud. On sent que c'est chaud dans la bouche. Voilà. Et je pense que c'était peut-être cette part de jalousie, cette nostalgie des vacances. Ça me ramenait à une émotion assez forte, en fait. Donc, ils avaient tout compris. Ils avaient tout compris. D'autant que, tu me disais quand on préparait, mais cette pub, le message en tout cas, ou les émotions justement que ça transmet, c'est quelque chose qui fait écho aujourd'hui dans ton métier. Bien sûr. Je te propose qu'on rentre justement dans le vif du sujet avec la partie où on fait un arrêt sur image sur ce que tu fais aujourd'hui, juste après ce jingle. Arrêt sur image. Charlotte, on disait les émotions, c'est un peu un driver, en tout cas un des drivers qu'il y a dans ton métier aujourd'hui. Je veux bien que tu nous expliques un peu, tu le disais, donc tu travailles donc là pour Osée sur l'internationalisation de la marque. C'est comme inéligibilité, là, voilà. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire, ouais. Mais c'est emmener une marque à l'international, c'est aussi ce que tu avais fait chez My Little Paris. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu aujourd'hui quels sont les enjeux autour de cette internationalisation de la marque? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? À quoi il faut penser? Comment la marque doit s'adapter sans changer radicalement pour s'exporter à l'étranger? Tu as déjà dit beaucoup de choses. C'est vrai qu'actuellement, on voit qu'il y a beaucoup de marques françaises qui sont, via la récession qu'on peut ressentir actuellement sur l'économie française, il y a beaucoup de marques qui sont de plus en plus, beaucoup de marques françaises qui sont de plus en plus tentées d'aller à l'international. Et en fait, elles ont totalement raison parce que grâce à l'Europe,
grâce au fait qu'on garde la même devise, pas la même langue, pas la même culture, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont facilitées grâce à l'Europe. Ouais. Elles ont envie d'aller chercher des nouvelles parts de marché par leur internationalisation. Et c'est vrai qu'en plus, il y a certaines internationalisations qui sont plus faciles que d'autres. C'est vrai que la Belgique, souvent, on dit que si tu fonctionnes en Belgique, tu fonctionnes partout en Europe, puisque la Belgique est un pays multilingue, avec la partie francophone et la partie néerlandophone. En plus, avec Bruxelles, qui est quand même un microcosme international hyper intéressant, avec tout ce qui est institutions, la Commission européenne, l'OTAN, etc. Et avec une économie qui est quand même intéressante. Ouais. Donc, en général, c'est un marché... Pour une marque française qui s'exporte en Belgique, ou en tout cas qui tente de s'installer en Belgique, c'est vrai que ça permet de le faire dans une étape un peu intermédiaire. Exactement. En fait, la Belgique est un bon marché test, parce que ça reste quand même un petit marché. Donc, il ne faut pas se cantonner à la Belgique, vraiment, je le dis. Mais en fait, ça permet, dans les premiers mois d'internationalisation, en fait, d'aller chercher des signaux positifs. D'abord sur la partie francophone, déjà on voit qu'il y a des ventes de manière assez organique qui se font sur ces pays-là, puisque voilà, on a TF1, on a France 2, on suit parfois les mêmes magazines, les mêmes influenceuses. Donc on voit qu'il y a aussi il y a une culture française qui est assez forte, ce qui n'est pas du tout le cas sur la Flandre. Okay. La Flandre, donc la partie néerlandophone de la Belgique, il n'y a pas du tout cette imprégnation-là. Et donc du coup, mais par contre, tester des signaux positifs en Flandre permet ensuite de pouvoir aller aux Pays-Bas, qui est quand même après un marché hyper intéressant, beaucoup plus grand, et aussi après de pouvoir aller sur l'Allemagne, le fameux marché avec une économie hyper intéressante. Et donc du coup, en fait, c'est une porte d'entrée où tu peux aller tester tes différents messages. Pour revenir à ta question, en fait, en plus cette French Touch, moi je travaille beaucoup plutôt dans la cosmétique et dans la mode. La beauté à la française, la beauté de la parisienne, exactement, c'est quelque chose dans l'imaginaire collectif européen qui est quand même assez important, assez intéressant. Et à la fois, il ne faut pas tomber dans ce cliché. Et il ne faut pas aussi baser sa marque que là-dessus. Et puis parfois aussi, ce n'est tout simplement pas l'ADN de la marque d'être la parfaite parisienne, en fait. Donc voilà, c'est d'aller, sans dénaturer la marque, quelle histoire on va aller raconter sur ce marché. Et ça peut se faire tout simplement en rencontrant sa communauté aussi déjà organique. Qu'est-ce qui est important, tu vois, concrètement, si on rentre dans le concret, une marque qui veut s'exporter à l'étranger, en Europe, qu'est-ce qu'elle doit prendre en compte? Qu'est-ce qui change? On en parlait avant, mais tu me parlais notamment de la notion d'influence qui n'est pas du tout la même en fonction des pays. Je veux bien essayer de comprendre justement une marque française qui veut aller conquérir le marché européen, concrètement, à quoi elle doit s'attendre et qu'est-ce qu'elle doit potentiellement changer ou en tout cas prendre en compte. Du coup, les différences culturelles. Les différences aussi de comportement d'achat. On en parlait en off, mais Amazon est quelque chose qui est fort diabolisé en France. C'est pas forcément le même cas sur les UK ou sur les États-Unis. Sur l'Allemagne aussi, on voit qu'il y a une forte appétence parce que en fait, c'est un moyen de consommation très utilisé dans ces pays-là. Et en fait, on voit que même des marques avec un positionnement hyper léché sont sur Amazon aussi, mais sauf qu'elles ne le communiquent pas forcément surtout d'un point de vue cosmétique. Là, je ne parle pas sur la partie mode. Sur la partie cosmétique, c'est vrai qu'en France, en tout cas, c'est pas une habitude de communiquer là-dessus. Moins. Mais on voit de plus en plus. Moi, j'ai de plus en plus des journalistes aussi qui me contactent parce qu'ils sont intéressés. Parce que grâce à Amazon, tu peux aussi créer des liens d'affiliation et donc les journalistes peuvent aussi se rémunérer. Donc parfois on parle un peu
de la mort du journalisme et de comment, en tout cas du journalisme beauté, puisque bah voilà, maintenant il y a des nouveaux journalistes qui sont les influenceuses en fait, qui sont des leaders d'opinion qui donnent aussi leur avis sur les produits, qui vendent très bien. Et en fait, est-ce que le journalisme ne va pas aussi ne doit pas se renouveler avec ce type de nouvelles rémunérations aussi? Voilà. Ce qui est déjà le cas aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et en Grande-Bretagne. Il y a énormément de journalistes qui se rémunèrent grâce à ça. Et d'ailleurs, ça sera l'objet d'une rubrique un peu plus tard, cette notion-là. Juste, tu m'expliquais en off aussi, mais la notion d'influence, tu me disais, en Allemagne, c'est un petit enfer quand même d'aller positionner des marques sur de l'influence. Pourquoi ? C'est quoi la particularité ? Alors, le marché de l'influence en Allemagne est énorme. Forcément, il y a des opportunistes qui ont flairé le potentiel de se faire beaucoup d'argent, puisque forcément, il y a beaucoup de marques qui se rendent compte que forcément, c'est intéressant d'aller faire des campagnes de marketing d'influence sur ce pays-là. Et donc, du coup, ils ont beaucoup de budget et parfois pas forcément beaucoup de temps de pouvoir vérifier l'authenticité des profils. Et en fait, on voit en Allemagne énormément de profils qui payent des robots pour aller commenter leur profil. Et du coup, avoir un engagement rate beaucoup plus intéressant. Et en fait, comme on utilise de plus en plus des logiciels avec une IA générative où tu tapes allemande, 45 ans, blablabla, c'est typiquement le type de recherche que je pourrais faire pour une des marques pour lesquelles je travaille, qui est Biotuline. Donc, c'est une marque anti-âge. Et donc, je pourrais chercher dans ces moteurs de recherche femme de 45 ans allemande. Et en fait, je me dis, OK, bah, celle-là, elle a plus de 3% d'engagement rate. OK, c'est pas mal pour son nombre d'abonnés. Je dis des chiffres comme ça, oui. mais voilà. Pour comprendre. C'est intéressant parce qu'elle a plus de 500 000 abonnés. Donc, c'est sûr que quand tu as 3% plus de 500 000 abonnés, bah, c'est intéressant. OK, son prix. OK, bah, si je mesure son nombre de vues, parce qu'en plus, les robots peuvent créer des vues via des stories. Si je vérifie son nombre de vues par rapport à son prix, ça me crée un CPM plus ou moins autour de 30 €, ce qui est plus ou moins ce qu'on veut viser avec Biotuline. Et en fait, tu te dis, bah, banco, je vais avec elle. Et en fait, ça te fait 0 vente parce que ce n'est que des robots. Et comment tu vérifies si oui ou non c'est un robot ? Tu vois en fait que ces robots commandent en général plus ou moins toujours les mêmes commentaires et que quand tu cliques, ils ont toujours plus de 1000 abonnés, mais en compte privé avec une image un peu louche. Mais en fait, du coup... mais ça, c'est... Voilà, faut le savoir. Faut le savoir. Faut faire la recherche aussi. Exactement. Et c'est beaucoup d'opérationnel. C'est beaucoup d'opérationnel. Et puis aussi, il y a certaines marques qui ont peut-être pas le temps de faire tout ça, qui ont des budgets et voilà. Et aussi, le deuxième point difficile pour l'influence en Allemagne, c'est le fait qu'il y a certains déjà gros concurrents qui se sont déjà positionnés sur ce marché-là, qui ont signé des contrats d'exclusivité. Donc, en fait, entre celles qui sont fake et celles qui sont déjà bookées, il reste plus grand-chose. Donc, et en plus, en Allemagne, il y a beaucoup ce truc de téléshopping. Des profils qui vont juste faire des photos focus produit, pas du tout beau d'un point de vue... vont pas créer une mise en scène, elles vont rien raconter, elles vont juste balancer le code promo. Après, ça vend aussi. C'est un peu l'image en plus qu'on a de l'Allemagne où c'est le produit efficace mais pas beau, quoi. Exactement. Et donc du coup, nous c'est sûr avec cette appétence francophone où on veut quand même travailler l'image de marque, c'est difficile pour nous de se dire on va travailler avec ce type de profil parce que aussi après ça se voit sur les réseaux puisqu'on est identifié dans leurs publications. Donc voilà, c'est un levier en tout cas compliqué. Quand on est une plus petite marque, c'est un levier qui est compliqué et pourtant qui peut être très rémunérateur et qui peut être intéressant, créer de la. Voilà.
Je vois le temps qui file, je sais que je dois te libérer Oui. rapidement. Juste pour dernière petite question, mais pour ouvrir un peu comment aujourd'hui tu dis voilà l'image de marque française, etc. À quel point une marque aujourd'hui doit avoir une narration plus importante que son produit, ou en tout cas comment équilibrer l'image de la marque et le produit qu'elle vend. Comment tu vois ça, toi, aujourd'hui, qui travaille en plus dedans, alors dans le cosmétique et la mode, mais à quel point le côté image de marque est en train de prendre le pas, storytelling, tu vois, est en train de prendre le pas sur le côté produit efficace? Bah, je pense que... Je sais pas si ça prend le pas, pour être honnête. Ok. Moi, je ne travaille qu'avec des marques dans lesquelles j'ai 100% confiance avec le produit. Ok. Parce que c'est ça qui va créer le taux de réachat, en fait. C'est un produit. Le produit est aussi il faut jamais oublier le bouche à oreille, en fait, aussi. Parce que le produit peut être aussi ton premier canal de vente, ton premier canal d'acquisition. Ok. Donc, je sais pas si ça va le surplanter, parce que je pense que un jour, tu vas être démasqué, en fait. Ouais. Tu peux pas mettre un masque et dire et ne rien prouver par derrière, parce qu'en fait ils vont l'acheter une fois et après ils vont se dire bah c'est nul en fait, et puis ça va se faire savoir et puis voilà. Donc je sais pas si ça surplante, mais en fait maintenant il y a une telle concurrence. Ouais, c'est ce que j'allais dire, En fait il y a tellement de marques anti-âge, il y a tellement de marques de mode. Pourquoi toi? Pour toi, qu'est-ce que tu vas raconter? Qu'est-ce qui va attirer l'attention de ta cliente, de ta communauté? Et en fait, ça, je pense que ça dépend aussi de ton persona, de comment tu arrives à cibler ton persona, quel message tu vas adresser à tel ou tel persona, et qu'est-ce qui va te différencier des autres, en fait, et comment tu vas pouvoir raconter la plus belle histoire à ton persona, à ta cible. Et c'est pour ça aussi qu'on voit énormément maintenant de marques où il y a de plus en plus un personal branding du fondateur, parce qu'il y a une certaine incarnation, il y a plus d'authenticité, on est à l'ère de l'IA, et moi je suis pas du tout contre ça. J'espère vraiment que l'IA va continuer et en fait va peut-être permettre à certains métiers de pouvoir se défaire d'une certaine partie, enfin c'est un autre débat, mais d'une partie très manutentionnaire, en fait, de nous défaire de ça et de pouvoir se concentrer plutôt sur des sujets à valeur avec une vraie valeur ajoutée. Bref, mais je pense aussi que l'humain a besoin d'authenticité, de liens relationnels, et avec cette incarnation, et c'est pour ça aussi que les influenceuses fonctionnent. C'est aussi pour ça que il faut. En fait, c'est une question de balance, quoi. Oui, ça prend pas le pas, mais par contre, ça permet de se différencier encore plus fortement. Voilà, c'est ça. Je vous demande de vous arrêter. Charlotte, qu'est-ce qu'on ne sait pas sur ton travail? Les métiers de la communication, du marketing, et alors j'ai encore plus même envie de dire le sujet du brand content et de tous les sujets autour de la marque. C'est des sujets où tout le monde se dit oui, bon, ça je connais. Et en fait, il y a plein de choses qu'on ne soupçonne pas. Selon toi, qu'est-ce qu'on ne soupçonne pas sur ton travail? C'est vrai que surtout que moi, j'ai quand même un travail assez au niveau de l'image de marque, de l'histoire, etc. Ça peut paraître un peu facile. Oui, et puis un peu... on se dit, ça sort de ton chapeau. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Quoi. Non, mais en fait, toi, tu es la cliente cible. En fait, non. Ouais. En fait, je ne suis pas la vérité absolue. Je ne suis qu'une infime partie, mon intuition personnelle, même si elle est forcément renforcée par mon métier, par d'autres marques que je peux rencontrer. Et c'est ça aussi pour ça que j'aime être freelance, c'est le fait que je peux rencontrer beaucoup de problématiques de marques très différentes
toujours dans le même secteur, mais quand même de marques différentes avec des enjeux différents. Mais je pense qu'on doit vraiment se tourner vers, dans les métiers du branding, vers de la data en fait. Connaître notre persona via la data, essayer même de le rencontrer en fait, de nouveau ce côté humain en fait. Quand je lance des nouveaux marchés avec mes clients, j'aime beaucoup trouver déjà les clients organiques qu'on a déjà et en fait tout simplement leur poser la question, mais comment tu nous connais? En fait on n'a jamais fait aucun effort dans ce pays-là, comment tu nous connais? Qu'est-ce que t'aimes auprès de la marque? Et en fait, moi qui suis un peu le stéréotype, même si je suis belge, mais je suis un peu le stéréotype de la fille qui sort, voilà, qui est encore dans Saint-Vaten et qui sort d'école, qui sort d'école, qui a le style parisienne, voilà. En fait, je ne suis pas la vérité absolue. Il y a aussi beaucoup de monde en dehors de Paris qui ont des besoins, qui ont des envies, qui ont envie de rêver. Et en fait, elles rêvent pas de la même manière que moi, parce qu'en fait, une marque, c'est aussi faire rêver ta consommatrice. Cible, ouais. Et en fait, c'est important d'aller chercher ces personas-là, mais avec de la data. Et après, pourquoi pas avec un contact réel. Charlotte, merci beaucoup. Avec plaisir. Je te libère. Pour ceux qui nous découvrent grâce à cette émission et à cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou sur les plateformes d'écoute. Charlotte, encore merci. Merci. Et je te dis à très bientôt. Oui. Feuille Blanche présente l'annonceur.